Ok les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme tu le vois, je suis à nouveau coiffé, donc tu sais ce que ça veut dire. Non, en réalité, je pense que tu l'as vu à la qualité de l'image. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci, je vais faire une séance push. Cette fois-ci, je t'ai fait sauter l'échauffement parce que c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus intéressant et surtout parce que je te l'ai montré dans la dernière vidéo. Donc si tu l'as pas vue, déjà je t'invite à aller la voir et revenir peut-être sur celle-ci juste après. Et donc, contrairement à la dernière fois, on va faire push cette fois-ci. Ma séance push, elle est un peu particulière parce que comme tu le sais, j'ai quelques petits soucis au niveau de l'épaule, j'ai quelques petites gênes, quelques petites douleurs qui sont en train de se soigner. Et du coup, dans cette vidéo, tu vas voir un peu comment je gère mon training, un peu comment je m'entraîne autour de cette douleur, mes tips pour lutter contre cette douleur, pour ne pas la sentir et pour pouvoir quand même continuer à progresser. Donc sur ce, on se retrouve sur le premier exercice. Bon, au passage, tu peux voir qu'il y a encore des nouveautés dans la salle. Si tu regardes, si tu suis assidûment les vidéos, tu dois savoir que ça, c'était pas là la dernière fois, que la porte, elle n'était pas rouge la dernière fois, et que cette magnifique beauté qu'on va faire tout à l'heure, eh bien, elle n'était pas là non plus. Et celle-ci, c'est une presse 100% homemade, enfin 100% homemade. Disons que c'est une presse custom. Et je vais t'expliquer un peu tout ça en détail parce que je sais que la modification et la customisation des machines, c'est quelque chose qui t'intéresse. Aujourd'hui, 14,1 degrés. Aujourd'hui, on est pas mal. Il fait bon, il fait chaud. Tu sais, le non-respect, c'est quand les machines, ça devient un porte-manteau, tu vois. Il y a des gens, parfois, ils se disent « Putain, trop de la chance, j'aimerais trop avoir une Cybex ». Il y a des gens ici qui viennent s'entraîner. Voilà, je balance. Ils se servent de la Cybex comme d'un porte-manteau. Moi, j'utilise le banc lombaire. Je suis un peu plus respectueux. Mais sachez qu'il y a des gens qui utilisent les Cybex comme porte-manteau. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise une banane, en général, c'est pour trimballer mes affaires, donc mon téléphone et tout mon bordel, en fait. Mais la vraie raison aussi, c'est que je m'en sers comme ceinture, parce que j'ai le froc qui... Voilà, je fais 1m85, 91 kg et demi, et je perds mon froc. Donc ça veut dire que je suis encore pas assez gros. Je suis encore skinny, les gars. Par contre, les gars, là, la démarche, elle est un peu particulière, tu vois. Honnêtement, notez le style sur 10. L'outfit. La outfit of the day. Le outfit. Les tongs, le froc. Alors je vous cache pas, mais il y a une petite aération entre les cuisses. Hein. Heureusement que j'ai mis un caleçon aujourd'hui. Et du coup, le petit débardeur avec le casque. Le casque avec du scotch. Ça, c'est la soudure. Ouais, c'est ça. Donc notez l'outfit sur 10. Bon, le premier exercice de la séance, ça va être des élévations latérales. Donc, je suis sur un format push où je vais faire l'ensemble des groupes musculaires qui servent à pousser, c'est-à-dire que je vais faire à la fois les épaules, à la fois les pecs, mais également les quadriceps. Et du coup, on va dire qu'une technique qui me permet de moduler ma douleur, ça va être de commencer par un exercice, par exemple, comme les élévations latérales, qui va me servir à faire un échauffement global de l'épaule et qui n'est pas, voire très très peu douloureux pour moi. Ensuite, je vais faire un mouvement de presse à cuisse pour les cuisses qui va me permettre de couper et qui va me permettre de reposer du coup justement cette épaule. Ensuite, je vais revenir sur un mouvement de poussée, cette fois-ci vertical. Et après, je vais revenir sur un mouvement de cuisse, et après, je vais refaire un mouvement de pec, et je finirai avec les triceps. Donc, tu vois, je vais intercaler entre chaque exercice qui est un peu douloureux, un exercice qui va me permettre de faire une pause sur la zone, parce que parfois, en fait, juste enchaîner tous les exercices qui sont potentiellement douloureux, qui peuvent provoquer une douleur, en fait, tu commences à avoir un peu mal sur l'un, et tout de suite, quand tu passes sur l'autre, ce qui se passe, c'est que tu garde cette douleur et tu l'amplifies et tu la gardes. Alors que là, le fait de couper, ça me permet de me reposer, diminuer la douleur si jamais elle est apparue, mais le but, c'est quand même de ne pas la faire apparaître, et ensuite de repasser sur les exos et ainsi de suite. Également, là, sur ce premier exercice, je pense que tu n'as peut-être pas vu toutes les montées en gamme, mais j'en ai fait pas mal. J'ai fait déjà 2 séries avec 2,5 kg. Après, j'en ai fait une avec 7,5 kg, puis 10, puis là, je viens de faire 12, et ensuite, je vais passer sur ma série à 15. 15, ça peut paraître pas très lourd pour des élévations latérales, mais en vrai, si tu les fais correctement,
ça te fume quand même un peu la gueule, hein. En général, quand tu commences à aller chercher des plus de 20 kg aux élévations latérales, soit c'est que tu as les épaules de Ronnie Coleman, soit c'est que ton mouvement est dégueulasse. Et tu vas voir que même à 15 kg, mon mouvement il sera un peu triché quand même. Les élévations latérales, c'est quand même un mouvement qui rigole pas, hein. Donc 15 kg, c'est déjà lourd. Et donc j'ai fait une très longue montée en gamme, pareil pour être sûr de bien me sentir en forme, de bien être préparé et surtout pour avoir un aspect de confiance sur le mouvement, dans le sens où quand tu as une gêne, quand tu as été blessé sur une zone, le fait de faire un peu plus de montée en gamme sur justement cette zone, ça te permet de te préparer plus facilement mentalement, d'avoir un sentiment de sécurité et donc d'aller plus loin dans l'effort. Oh, elle m'a turbo éclaté. Oh. Ah. Ah, j'arrivais plus à tenir le micro. Ah. Bon, je sais la question que tu te poses, pourquoi je fais des élévations latérales aux haltères et pas à la poulie ou pas une variante supérieure. Parce que souvent sur les réseaux dernièrement, et j'en ai fait partie, les élévations latérales aux haltères, elles sont un peu détruites parce que elles seraient moins optimales que d'autres variantes. Parce que c'est vrai, sur une élévation latérale aux haltères, ton amplitude elle est limitée, tu vois, tu t'arrêtes ici, donc tu peux pas aller chercher le stretch complet, ou tu peux pas aller chercher derrière le stretch complet non plus, et tu vas pas non plus raccourcir complètement ton faisceau latéral, parce que tu montes pas au-dessus de la tête. Tu restes vraiment dans une amplitude ici, donc mid-range, et en plus de ça, le profil de résistance n'est pas spécialement adapté, parce qu'en bas du mouvement, tu n'as plus de tension, et en haut du mouvement, tu en as beaucoup. Donc, pourquoi ne pas faire une variante qui serait théoriquement supérieure, par exemple à la poulie, avec un plus grand stretch et une tension qui arriverait tout au long du mouvement, et surtout avec une majorité au début du mouvement. En fait, c'est juste que le fait de faire ce mouvement, déjà, il est pratique pour moi. La mise en place, elle est facile. Les haltères, hop, je sais pas, même me faire chier avec un setup. Et surtout, comme tu le sais, j'ai des douleurs aux épaules. Ce qui fait que aller chercher trop de stretch, ça peut être douloureux pour moi. Aller chercher, pareil, un raccourcissement complet, ça peut être douloureux pour moi. Et le but, c'est de faire des mouvements sans douleur. Je sais que celui-ci, j'ai zéro douleur dessus. Donc, c'est pour ça que je le choisis en priorité. Deuxièmement, ou troisièmement, je ne sais plus où j'en suis, cet exercice, il va du coup overload la fin du mouvement et il ne va pas aller chercher tout le stretch. C'est ce que je disais précédemment. Ce qui fait que le fait de ne pas aller travailler complètement en position étirée, ça va être moins hard aussi pour la récupération musculaire et également, pareil, le fait que la tension n'arrive pas au début du mouvement mais plus sur la fin du mouvement, ça fait que ça sera encore une fois moins difficile pour moi à récupérer. Donc ça me permet d'avoir une plus haute fréquence sur le mouvement, une meilleure récupération et surtout pas de douleur. Bon, maintenant il faut que je me repose, j'ai trop parlé. Là, comme tu peux voir, donc tout à l'heure quand je me suis échauffé le haut du corps uniquement. Et mon premier mouvement, c'est les élévations latérales. Mais je t'ai dit, il y a des jambes dans la séance. Et d'ailleurs, il y en a juste après. Ce qui fait que, en gros, pour gagner du temps et pour pas que la séance soit trop longue, ce que je fais, c'est que pendant mes temps de repos aux élévations latérales, en fait, je fais mon échauffement sur le bas du corps. Ce qui fait que dès que j'ai fini les élévations latérales, je suis opérationnel pour passer sur mon prochain mouvement et surtout, je gagne un temps monstrueux sur ma séance. Un jour, on s'organisera un escape game ou un Fort Boyard, un truc ici. Vraiment, il faut le faire. Avec la porte là. Tu sais, c'est quand tu vas chercher les boyards. Vite, vite, vite. Là, c'est le moment où tu attends que la pub elle finisse de passer. Tu te hype avec la pub. Ouais, tu te hype. En vrai, il y a des pubs qui sont pas mal. La pub Leclerc, pas mal. Et là, c'est les pubs, tu sais, SoundCloud. Payé pour jamais. Je suis un rat, tout mon argent dans les machines.
Je vais attendre un peu là avant de parler. Bon, vu comme la séance, elle va, à mon avis, bien me taper sur la gueule et qu'on va tourner plusieurs contenus de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit intra. Donc j'utilise du cluster dextrine. Normalement, je prends de la malto, mais là, du coup, j'ai voulu tester le cluster dextrine. En réalité, sur le papier, c'est mieux. Mais en fait, en pratique, j'aime beaucoup moins la texture, j'aime beaucoup moins le goût, ce qui fait qu'au final, j'en prends beaucoup moins souvent que si c'était de la malto. La malto, c'est vraiment le passe-partout, en plus, c'est moins cher. Donc tu vois, si tu devais me demander ce que je te recommande entre de la cluster dextrine et de la malto, je te recommanderais plutôt de la malto. Donc, en vrai, c'est pas un tout con, hein, c'est juste un shaker. Je me mets un peu d'eau, beaucoup d'eau. Tac. Je vais mettre 30 grammes, je pense. Et après, du coup, pour faire passer le goût ignoble, je vais mettre un sirop 0. Et comme ça me permettra de le boire plus facilement pendant la séance. Oh merde, j'ai perdu la scoop. Je suis pas sûr que c'était la scoop d'origine. Ah, j'ai retrouvé la vraie scoop. Ouais, il est trop tard. Bon bah ça sera 29. Alors, ne mets pas ton sirop directement par-dessus. Fais un premier mix, parce que sinon ça va te faire des grumeaux dégueulasses. Fais-le toujours en deux temps. Parfois il y a des choses qui se mélangent bien. Quand tu mélanges tes poudres avec de l'eau et que tu mets que tes poudres, c'est ok. Mais si tu mélanges de l'eau avec ta poudre puis un autre liquide, c'est la meilleure façon de te faire des grumeaux. Alors pour ceux qui se demandent, j'ai mis 30 grammes, parce que vraiment c'est dégueulasse. La malto, vraiment ça a très peu de goût. Le goût sucré de la malto, il y a très peu de personnes qui le sentent. C'est pour ça que je préfère la malto. La malto, je la mets juste avec de l'eau. Bon, let's go. C'est validé. Bon, ça va me donner de la force. C'est la potion magique. D'ailleurs, Nutrimuscle, merci à toutes les personnes qui utilisent mon code. Ça me permet de me soutenir et puis aussi ça permet de montrer à la marque que je ne suis pas ambassadeur pour rien et que du coup certaines personnes me soutiennent et utilisent mon code. Donc si tu ne l'utilisais pas déjà, je t'invite à le faire, et si tu l'utilises déjà, écoute, je te remercie grandement. Bon, dernière série. Là, cette série, je vais mettre un peu plus léger. Je ne sais pas si tu as vu, donc ma première série, j'ai utilisé les haltères de 15 et j'ai fait 16 reps. Là, du coup, j'ai repris les haltères de 15 et j'ai fait 13 reps et demi. Et là, du coup, je vais prendre les haltères de 12 et je vais faire une série un peu plus longue. Je pourrais reprendre les haltères de 15, mais j'aime bien finir avec une série un peu plus longue, surtout sur les épaules. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment eu zéro douleur, zéro gêne. Donc, c'est vraiment une grosse victoire. Mais c'est pas pour ça que je dois faire le gros bourrin et quand même prendre les haltères de 15. Non, j'ai un plan qui est défini, je suis le plan. Si ça fonctionne, si je guéris, c'est parce que je suis le plan. Dès qu'il y a une petite amélioration, ça peut être tentant de tout de suite vouloir charger plus lourd, vouloir refaire le gros bourrin, mais en fait c'est la meilleure façon de faire revenir la douleur.
Oh. Pareil, à nouveau zéro douleur. Très bon set. Là, pour te faire un petit récap, j'ai gagné 2 reps sur ma première série, j'en ai gagné 1 sur ma deuxième et j'en ai gagné 1 sur ma dernière série. Sachant que, comme tu as vu, au niveau de la proximité de l'échec, en général, je vais à 0 RIR et quand je sens que j'ai pas l'amplitude complète, je force pas, je m'arrête juste au début pour pas me cramer inutilement. Et de toute façon, je refais cette séance très rapidement dans 3 jours. Donc c'est plus mes capacités de récupération qui m'intéressent, sachant qu'ici, je fais 3 séries en plus. Bon les gars, on arrive sur cette magnifique beauté, cette magnifique presse à cuisse. Vraiment, elle a une histoire pour la faire assez courte. Donc avec Rémi, à la base, on s'était dit non, Denis, non Rémi, jamais on aura de presse à cuisse circulaire. On a déjà trop de machines pour les cuisses. Vraiment, ça suffit, ça suffit. Puis un jour, on est tombé sur une annonce comme ça, et puis on l'a vue, elle nous a fait les yeux doux. Elle avait été abandonnée, elle avait été rafistolée, elle avait été maltraitée. Et à ce moment-là, on n'a pas eu le choix. Abandonnée sur un aire d'autoroute. Exactement, abandonnée sur l'aire d'autoroute. Et dans ces moments-là, voilà, c'est plus le cerveau qui réfléchit, c'est le cœur, et on n'a pas hésité. Et puis le lendemain, elle était avec nous, alors elle est restée derrière pendant un petit moment. Et puis une fois qu'elle était habituée à nous, on lui a soudé des gros épis en métal sur la gueule. Et voilà. Et voilà où on en est. Du coup, on a une presse avec double épi de chargement, donc un en bas et un en haut. L'épi du bas, du coup, vu comme ici c'est un mouvement circulaire, parce que ça, beaucoup de personnes confondent. C'est-à-dire qu'ici, on a une presse circulaire qui a 2 épis, un en bas et un en haut. Et si on va ici, on a une presse linéaire avec un épi ici et un épi ici. Par contre, vu comme ici le mouvement est linéaire, le fait que tu charges à cet endroit-là de la machine ou à cet endroit-là de la machine, ça ne change strictement rien. C'est-à-dire que si tu mets 20 kg ici, ça sera les mêmes 20 kg qu'ici et ça n'agira pas sur la courbe de résistance du mouvement. Là où par contre ça va être différent sur une presse circulaire. Parce que la presse circulaire, comme tu peux le voir, elle a un axe ici, qui est du coup donc le point de pivot de la machine, ce qui fait que en fonction des épis, déjà si tu mets 20 kg ici et 20 kg ici, ça ne va pas être les mêmes 20 kg parce que le bras de levier va être différent. Bon, je t'épargne les calculs et ce n'est pas spécialement le but de la vidéo, mais déjà il faut savoir ça. Et en plus de ça, la courbe de résistance va être différente. C'est-à-dire que si on charge en bas, ça va avoir tendance à surcharger la fin du mouvement. Et si on charge en haut, ça va avoir tendance à surcharger le début du mouvement. Et c'est ça la différence, enfin une des différences entre une presse linéaire et une presse circulaire. Bon, je vais faire une série quand même. On voit bien la jeune soudure. Ouais. En fait, pour être parfaitement honnête, donc là, elle est en phase de test. Donc elle est venue de ce côté-là avec les autres machines pour la tester. Mais tu vas voir, il y a pas mal de choses qui sont à revoir. Et premièrement, regarde la première erreur, moi je suis ici pour être parfaitement cash, c'est qu'on s'est trompé dans les boulons. Bon, ça ne l'a pas fait, mais en gros, les tiges, en haut, elles bougent un peu. Elles sont branlantes. Tu vois, si je tire un peu, tu vois, ça tourne et ça bouge. Parce que nos écrous de serrage, qui sont juste ici, derrière la plaque, eh bien, ils ne traversent pas complètement. Donc, voilà, c'est une des choses qu'on a vues. Bien sûr, il y aura peut-être d'autres trucs, mais encore une fois, elle est là pour être testée et le but, c'est de l'améliorer. Mais si, en fait, tu fais toutes les modifications et qu'à la fin, déjà, tu y as passé beaucoup de temps, beaucoup d'argent et que tu te retrouves avec plein de choses qui ne vont pas et que tu dois tout remodifier, en fait, tu as perdu du temps et de l'argent pour rien. Alors que faire des modifications progressives, ça te permet de tester, voir que les choses sont bien. Tu vois, là, on a relevé un problème.
On avait eu d'autres problématiques, je t'expliquerai un peu plus en détail ce qu'on a fait d'autres comme modifications sur la machine et ce qu'on va faire d'autres, mais c'est important de faire des points pour tester. La cale que tu vois là, enfin les deux cales que tu vois là, ce sont les prochaines modifications qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis de réglage sur le siège, parce qu'on voulait déjà, on va dire, s'intéresser au plus important, qui était la modification de la résistance, la solidification de la machine et surtout la sécurité de la machine. Ça, en fait, j'ai mis deux cales, enfin 3 cales. La première ici, le truc vert, le pad, ça sert à tout simplement me permettre d'avoir plus d'amplitude sur la machine. Si je l'enlève, je touche les sécurités de la machine trop tôt et du coup, je n'ai pas suffisamment d'amplitude. Ensuite, là, ce que tu vois là, le pad rose, alors c'est pas que j'aime me mettre des trucs coniques dans les fesses, ça c'est un autre sujet de vidéo, mais du coup, ça me permet de me surélever par rapport à la machine. Et en fait, le fait de me surélever ici, c'est un peu comme si je mettais mes pieds plus bas sur la plateforme. Sauf que je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'ai déjà les pieds, j'ai les talons qui ne sont même pas sur la plateforme. J'ai les talons dans le vide. Donc en fait, le fait d'utiliser ça, ça me permet de me rehausser ici et donc de pouvoir mettre mes pieds plus bas sur la plateforme, mais sans les descendre plus bas sur la plateforme. Donc en gros, ça me permet d'augmenter ma flexion de genou et donc d'avoir plus de recrutement des quadriceps. Du coup, pour continuer sur ces pads que je mets là, en fait, ces pads, ils me servent tout simplement à contourner les réglages de la machine. Du coup, vu qu'on n'a pas fait les réglages au niveau du siège, en fait, ça nous permet de potentiellement avoir des réglages. Et tu vois, en fonction des différentes personnes, tu ajoutes plus ou moins de pads, plus ou moins de cales. Ça, c'est pas ce qui manque ici au GG. Mais en fait, la problématique des réglages sur le siège, c'est que créer un réglage, ça crée une fragilité sur ta machine. Et étant donné que le plateau il est fixé par 2 points sur la structure, si on y met 2 réglages, 2 points de pivot modulables, ça crée de la fragilité. Et du coup, est-ce que cette fragilité sera suffisamment solide pour encaisser le poids d'un gros Denis, par exemple, plus du coup le poids de la pression qui s'exerce avec le plateau. C'est pour ça que parfois, mettre un réglage, tu te dis « Oh, c'est pas grand-chose, c'est simple, etc. » Mais en fait, il faut que tu calcules toute la solidité de la machine pour voir si ça va tenir, tu vois. Et la plupart des gens, quand je présente une modification de machine, la plupart des gens ils disent « Ouais, c'est bon, tu as juste mis un réglage, tu as juste mis un boulon. » Les gars, je suis d'accord, changer un boulon, faire un réglage, c'est pas compliqué. Tu sais souder, tu le fais, c'est terminé. Mais par contre, le plus chiant, mais surtout le plus important, c'est de faire tous les calculs de résistance, tous les calculs du coup pour avoir les bons angles, tous les calculs du coup pour que tes réglages ne détériorent pas la machine. Mais tout ça, en fait, les connards qui critiquent, parce que là, je m'en suis pris beaucoup, et j'en ai gros sur la patate, ça, ils ne le savent pas. Donc, oui, tu peux critiquer le travail des autres autant que tu veux. La vérité, c'est que toi, tu fais rien de ton côté, et du coup, forcément, je t'excuse, parce que tu ne sais pas vraiment tout ce que ça implique. Mais le jour où tu veux modifier tes machines, tu verras que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il y paraît. Putain de haters de merde, là. Je te jure, j'en peux plus. Bon, également, un autre réglage qu'on a fait, je ne sais pas si tu as vu, mais dès que je pousse, la machine elle se déloque toute seule. C'est pas comme la presse linéaire par exemple, où il faut que tu pousses avec tes pieds, puis après qu'avec tes mains tu ouvres, puis après que tu te retiennes avec tes mains. Là, du coup, on a fait un système où dès que je pousse, la cale elle tombe, et du coup, je peux directement commencer ma série. Donc en fait, je me mets en place, et dès que je suis en place, je suis bon pour mon set. Et également pour la sécurité, quand on repose, je ne sais pas si tu peux voir, mais on a fait tout un système de tampons. On l'a rigidifié, on a mis des réglages différents, on a changé le tampon ici pour faire en sorte que justement, on puisse la reverrouiller en sécurité parce que à la base, elle n'était pas ultra safe pour ça. Sois prêt à poser la caméra. Il faut partir du principe que c'est un prototype, ce qui fait que à tout moment, elle peut me chier dans les doigts, c'est ça aussi. En gros, je fais mon set,
Mais même si j'ai fait mes calculs de résistance par rapport aux épis, que je sais combien je peux charger, à tout moment, tu vois, il y a un truc que j'ai pas calculé qui va venir et qui va me chier dans les doigts. C'est pour ça les mecs qui disent ouais, t'as juste mis un boulon, t'as juste fait un truc. Non, les gars, vous savez pas à quel point c'est compliqué de faire des machines, à quel point c'est difficile de modifier des machines. Donc ouais, il y a un petit risque, il y a une petite pression, mais en général, quand on aime quelqu'un de tout son cœur, il nous le rend bien. C'est comme ça que je me rassure. Oh yes! Yeah! Yes! Oh, de Brigitte. Oh. Moralité de l'histoire, l'amour vint toujours. Le set s'est bien passé. J'étais en confiance parce que du coup, j'ai senti que je pouvais toucher la butée en bas. Donc, ce qui fait que si jamais quelque chose se passe mal, je peux la poser en bas et m'en sortir sans trop de dégâts. Donc, encore une fois, l'aspect sécurité, c'est quelque chose de très important sur un mouvement. Et là, je savais déjà que je la touchais, mais dès la première rep, j'avais un peu oublié parce que c'est la deuxième fois que je fais cette machine du coup. Et ça m'a mis en confiance. Et au final, je finis la série avec de la marge. Je pense que j'aurais pu en faire au moins deux de plus. Après, je sais pas si tu as vu, mais le set, il m'a quand même arraché la gueule, tu vois. J'ai les quadriceps qui sont en train de chialer. Et là, je suis en train de te dire que j'avais 2 reps de réserve. Les gens ne comprennent pas que 2 reps de réserve, ça explose la gueule. Donc, si tu finis tes séries et que tu sens que tu peux encore en faire plus et que tu te dis j'ai peut-être 1 ou 2 reps de réserve, c'est peut-être plutôt que tu en as 5 ou 6, tu vois. Donc revois ton intensité. Vraiment, quand tu commences à approcher de la fourchette 3, 2, 1 rep de réserve, tu vois, même, ça t'explose la gueule. Donc si jamais ça t'explose pas la gueule, revois ton intensité et revois peut-être la façon dont tu comptes tes reps de réserve. Moi, c'est le même principe que tout à l'heure. Autant tout à l'heure, je m'échauffais le bas du corps pendant que je faisais mes élévations latérales. Là, du coup, pendant mes temps de repos, je prépare mon prochain exo. Ça me permet de gagner du temps et d'être efficient sur la séance. Les temps de repos, même si ça t'explose la gueule, je suis d'accord avec toi, tu peux aussi t'en servir pour faire d'autres choses, pour te préparer et gagner du temps sur ta séance. Parce que parfois, ce qui est plus fatigant, c'est pas ta série en elle-même, c'est plus la durée totale, par exemple, de tes séances, le temps que ça va te prendre, la mise en place que tu as à faire avant chaque exercice. Tout ça, ça rajoute de la fatigue. Et apprendre à la manager correctement, ça peut vraiment te permettre de diminuer cette fatigue, te permettre de réduire ton temps de séance, te permettre de t'entraîner mieux, plus souvent et dans de meilleures conditions. Donc, apprends à manager ton temps et ta fatigue. J'en appelle à la force du code Denis sur Nutrimuscle. Tu verras que si tu l'utilises, toutes tes perfs vont exploser de 200%. Encore une fois, le fait de me préparer sur ma shoulder press, attaquer ma montée en gamme, tout ça en fait, ça me permet aussi de prendre un peu plus de temps de repos sur ma série de cuisses sans pour autant le perdre. C'est-à-dire que là, je pourrais passer sur ma presse, mais au final, je peux prendre encore 1 minute de temps de repos sans pour autant que ces 1 minute, ça soit du temps perdu. Pourquoi ? Parce que en fait, je vais aller sur ma shoulder press, je vais charger, je vais faire une montée en gamme. Et comme ça, voilà, je ne perds pas mon temps. Et en plus, je me repose mieux sur le bas du corps, ce qui me permettra d'être plus fort et de mieux performer sur ma prochaine série. Je perds ce froc. Les gars, je suis plus assez gras. C'est terrible, ça. Tu vois, là, c'est intéressant parce que tout à l'heure, donc j'avais 4 plaques de 25
j'ai fait 5 reps avec 2 reps de réserve. Et là, du coup, j'ai mis 3 plaques de 25 et une plaque de 20. Et j'ai fait 5 reps avec une rep de réserve. Et pourtant, je peux te dire que j'avais au moins 4 minutes de repos. Ce qui veut dire que, en fait, si tu arrives à faire 2 fois de suite exactement la même série avec le même poids, c'est que tu n'as pas suffisamment forcé sur ta première série. Et tu vois, même en gardant de la marge sur ma première série, et c'est factuel, hein, tu peux aller le vérifier toi-même, et crois-moi que là, j'ai pas fait exprès de faire moins de reps et d'en chier plus. Eh bien, si du coup, tu n'as aucune différence dans tes répétitions et que tu gardes le même poids, ça te laisse imaginer à quel point tu n'as pas suffisamment forcé sur la première. Parce que si avec 2 reps de réserve, eh bien, je dois diminuer le poids et qu'en plus, j'ai moins de marge, ça veut dire que toi, si tu fais 2 fois de suite la même série, bah sur ta première série, potentiellement, tu as 5, 6 ou 7 reps de réserve. Donc encore une fois, questionne-toi. Est-ce que si tu ne progresses pas, c'est pas parce que tu as une mauvaise génétique, c'est pas parce que tu n'as pas accès à du bon matériel, c'est juste parce qu'en fait la base de la base, qui est de t'entraîner suffisamment dur, qui est de déclencher un stimulus pour avoir une croissance musculaire, bah la base de la base, tu l'as pas. Je suis désolé, ça faisait peut-être un peu mal, mais c'est pour ton bien. C'est vrai que la shoulder press, ça fait tellement longtemps maintenant, ça fait 1 mois, qu'on l'a modifié aussi, que en fait j'ai oublié que j'ai pas fait de vidéo où je t'ai expliqué qu'on l'avait modifié. Bon là, on n'a pas fait de grosses modifications parce qu'elle était déjà plutôt très bien, mais comme tu peux le voir, bah, c'est surtout au niveau des poignets qu'on l'a customisé. À la base, la machine, elle avait qu'une seule poignée qui était située ici, qui était une prise pronation et qui était, on va dire, pas spécialement bien placée pour la plupart des gens. C'est-à-dire que bon, déjà, là, je mets un pad parce que je prends ici sur le bout. Mais en fait, elle était, pour les personnes qui n'ont pas forcément un gros gabarit, elle était trop sur l'avant. Tu vois, tu poussais, tu étais comme ça, tu n'étais pas dans un bon axe. Pour les femmes, notamment qui venaient au Gigi, ou pour les personnes qui sont assez peu musclées et assez maigres comme Rémi, bah du coup, ça posait problème. Petite balle perdue pour mon frère. Mais de toute façon, il ne regarde pas les vidéos, donc ça lui apprendra à pas regarder les vidéos. Et ne lui envoyez pas cet extrait, parce que comme ça, on verra s'il regarde la vidéo. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a rajouté donc une autre prise pronation plus proche, qui est du coup mieux adaptée pour les personnes qui n'ont pas une cage thoracique énorme, on va dire. Et en plus de ça, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas joindre les 2 poignets en ajoutant une prise neutre. J'avoue que c'était surtout pour la prise neutre aussi qu'on l'a fait. En fait, cette machine, elle a un axe circulaire qui va vers l'arrière. Et quand tu as ce genre d'axe, le fait d'avoir une prise neutre qui en plus va aller vers l'arrière, c'est vraiment un banger. En fait, cette machine, elle est faite pour un axe que tu ferais avec une prise neutre, sauf que de base, elle n'avait pas de prise neutre. Donc encore une fois, bon, les erreurs de conception, etc., on n'est pas là pour parler de ça. Mais tout ça pour dire que juste en modifiant les poignets, ça a littéralement changé du tout au tout la machine, juste en ajoutant, tu vois, deux prises. Et là, la machine qui était peut-être une 5 sur 10 avant, c'est devenu une 8 sur 10. Donc, parfois, c'est les petits détails qui font une grosse différence. Bon, il faut savoir un truc sur cette shoulder press, c'est qu'elle est très lourde, hein. Elle est vraiment très lourde. 2 plaques, déjà, c'est sacrément solide. Je pense que cette shoulder press, c'est la machine qui a mis le plus de jugement divin aux personnes qui sont venues et qui l'ont testé. C'est-à-dire que tu arrives, tu te dis ouais, c'est bon, c'est tranquille. En plus, avec, tu vois là, j'ai chargé en haut, donc c'est lourd au début et léger à la fin. Donc en fait, quand tu commences ton mouvement, si tu arrives à passer le point dur, tu dis oh, bah c'est bon, c'est nickel. Sauf qu'après, bah, tu rajoutes 5 kilos de plus et là, ça te met un stop de shérif, tu restes en bas, tu vois. Donc ouais, 2 plaques, c'est sacrément lourd. Et le pire, c'est que bah, parfois, j'ouvre mon Insta et je vois, il y a des mecs, ils ont 7 plaques, tu vois. 7 plaques au milieu en plus, parce qu'au milieu, c'est là où c'est le plus lourd. Bon, je vais pas te faire un cours de physique, mais c'est par rapport, encore une fois, à la distance avec les bras de levier, etc. Mais voilà, quand tu vois Jordan Peters, 7 plaques dessus, bah, tu te dis qu'au final, t'es qu'une merde. Mais ça fait du bien de se faire remettre un peu à sa place de temps en temps. Bon, pas mal de choses à dire sur le mouvement.
Déjà, la première chose, comme tu as pu le voir, j'utilise un support pour mes pieds. Donc c'est un banc, je mets mes gros pieds dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'évite de leg drive trop fort. C'est-à-dire que si je garde mes pieds au sol, à chaque fois que dès que je vais en chier en fait, et que je vais vouloir m'aider, chercher une compensation, je vais pousser, je vais me tordre, et au final, je vais compenser avec d'autres groupes musculaires. Et c'est pas le but. Parce que d'une, je vais dégrader ma technique. Deux, en poussant dans mes jambes, du coup, je vais faire intervenir d'autres groupes musculaires et je vais me déformer aussi. Donc, il y a potentiellement aussi plus de risques de blessures. Mais en faisant intervenir d'autres groupes musculaires, ce qui se passe, c'est que j'accumule aussi de la fatigue sur ces groupes musculaires-là. Donc, au final, en mettant mes pieds au sol, je ne suis pas spécialement gagnant. Et tu vas me dire, oui, mais du coup, Denis, tu pourrais garder tes pieds au sol et ne pas leg drive. Oui, ce qui est vrai aussi. Sauf que inconsciemment, en fait, dès que tu te rapproches de l'échec, ton corps, il se met à mettre en place des compensations naturelles pour pouvoir aller chercher de la force. Donc au final, ça serait inconscient pour moi de faire ça. Et donc en fait, la solution, juste je prends un banc, je le mets devant, ça me prend 2 secondes, je mets mes pieds dessus, et je sais que peu importe ce qu'il arrive, je vais pas aller me chercher, je vais pas pousser dedans, je vais pas aller chercher un leg drive qui va détruire ma position, et même si j'essaye de pousser dedans, en fait ce qui se passe, c'est ça. Donc au final, ça me sert à rien. Donc en gros, je préfère le risque zéro, plutôt qu'avoir un minimum de risque, et puis de me dire, surtout à la fin de ma série, ouais non Denis c'est bien, t'as pas leg drive, alors qu'en fait inconsciemment au fond de moi il y a une petite voix qui m'aurait dit t'as leg drive comme un enculé, mais vu comme t'es jamais objectif avec toi-même, tu le reconnaîtras jamais. Bon, la série s'est très bien passée. Je pense que j'avais une rep de réserve à la fin, donc c'était ce que je visais. Et les développés verticaux, ça a été au début assez compliqué pour moi, parce que c'est vrai que c'était des mouvements sur lesquels j'avais vite des douleurs, notamment au niveau de l'épaule. Et au final, ce qu'on a identifié, c'est que ma douleur aux épaules, une des raisons, c'était un déficit d'activation de ma coiffe de rotateur. Et en fait, le truc tout con, c'est vraiment un tips tout bête qui a fait que ça m'a instinctivement réduit ma douleur. Bon déjà, c'est si tu le fais pas, d'échauffer ta coiffe de rotateur, mais moi je le faisais déjà. Et donc en fait ce qu'il fallait c'était que j'active ma coiffe durant ma série. Et le truc tout con, c'est en fait de venir serrer très fort la poignée. Et en fait en serrant très fort la poignée, eh bien tu vas activer ta coiffe de rotateur. Et si c'est ça le problème, eh bien ça peut réduire ta douleur. Encore une fois, les causes de douleur à l'épaule, il y en a plein de différentes. Donc, ce type, il peut marcher pour toi ou il peut ne pas marcher. Mais en tout cas, si tu as des douleurs aux épaules, ça vaut le coup d'essayer. Bon, même principe que durant toute la séance. Tant que, du coup, je suis en temps de repos sur un exo, je passe sur l'autre et je commence ma montée en gamme. Comme ça me permet de gagner du temps tout en me reposant et j'optimise mes temps de repos et la durée totale de ma séance et donc par extension ma fatigue. Ça aussi les gars, vous devez être jaloux, c'était un des prototypes. Regardez, il y a le petit logo du club dessus pour ceux qui suivent depuis longtemps. Et c'est une ceinture qui va me servir à me tenir à la machine. Est-ce qu'un jour ce produit sortira ? Pourquoi pas ? Encore une fois, on l'avait testé, on l'avait créé pour voir si c'était une bonne chose. Ça fait 1 an qu'on l'a. On s'en sert quasiment tous les jours et ça fonctionne bien. Donc les tests sont terminés, on peut dire. Maintenant, par contre, pour lancer une production complète, ça demande beaucoup d'argent. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à vous manifester. Et peut-être qu'on le produira et on vous vendra ça pas trop cher pour que tout le monde puisse en avoir une. Putain, vous trouvez pas que je me prends trop de pub là? C'est anormal, à chaque fois, à chaque série j'ai une pub quoi. Petit abonnement premium.
Ouais. Je crois que je vais finir par craquer. Non, tout l'argent dans les machines. C'était une bonne série. Wow. On a bien explosé la gueule. Je suis content là. Pour le moment, j'ai progressé sur tous les exos. Ici, j'ai une bonne progression et surtout, zéro douleur. Le plus important pour moi sur un mouvement, on va dire, sensible pour mon épaule, c'est d'avoir zéro douleur. Donc là, pour moi, oui, j'augmente le poids, oui, j'ai gagné des reps. Ça, c'est vraiment, c'est le cul de la crémière. Pour moi, le beurre et l'argent du beurre, c'est le fait de ne pas avoir mal. Donc là, j'ai tout, j'ai le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Mais encore une fois, si j'avais eu que le beurre et l'argent du beurre, je m'en serais contenté. Il faut décharger aussi. Ça, peu importe la salle, range toujours tes poids. Je ne le fais pas juste parce que c'est ma salle. Je le fais parce que c'est une habitude que j'ai prise depuis des années. Rangez toujours vos poids. Soyez respectueux pour les personnes qui viennent avec vous à la salle et surtout pour les personnes qui tiennent la salle. En plus, t'as vu, c'est beau quand c'est rangé. Ouais, c'est joli. Couleur et tout. Ouais, t'as vu. Puis en plus, ça fait des steps très importants, les gars. Là, en plus, c'est step compte double parce que t'es lesté, tu vois. Donc c'est deux, toi, c'est comme si tu fais pas 20 pas, t'en fais 40 en fait. Bon les gars, j'ai pas trouvé meilleure connerie pour vous aider à ranger vos poids, enfin pour vous motiver à ranger vos poids, mais faites-le vraiment. Quel enfer pour sortir. Bon là j'imagine que tu as plusieurs questions. Parce que, bon déjà, pourquoi mon siège il est autant en arrière, mais pourquoi il ne l'est pas plus, parce qu'il pourrait l'être plus. Et qu'est-ce que je fous à nouveau avec cette espèce de coussin vert? Alors, déjà en fait le coussin vert, il va m'aider pour deux choses. La première, ça va être rajouter de l'amplitude sur le mouvement. Et la deuxième, ça va être me faire un petit coussin moelleux. Parce que je t'avoue que ça là, le pad, il est bien, mais il est un peu... tu vois, il a vécu quoi. La machine, elle est pas toute jeune. Tu vois, elle est un peu mangée quoi. Et du coup, le pad, de base, il n'était pas très épais. Mais du coup, dès que tu commences à arriver dans les 100 kilos, ça commence à vraiment appuyer trop fortement au niveau du tibia. Et c'est ça qui en devient le facteur limitant. Et t'as beau être un guerrier, vraiment les gars, j'ai fait du hip thrust à 300 kilos sans mousse, avec la barre directement sur le bassin. J'en avais des bleus énormes, mais autant ça, j'ai pas réussi quoi. Je l'ai fait, je suis monté jusqu'à 120 sans la mousse, et puis au bout d'un moment j'ai dit Denis, t'es plus un guerrier, t'es un guerrier à la retraite. Donc j'ai ajouté ça, en plus c'est juste à côté, c'était sur ma presse tout à l'heure. Puis s'il faut, on en a plein dans la salle. Donc voilà, si jamais ça te fait des douleurs ou si jamais tu manques d'amplitude, bah utilise, t'es pas obligé d'avoir un coussin comme moi, tu peux utiliser des tapis, tu peux utiliser des blocs de yoga comme j'avais aussi tout à l'heure. Bref, tu peux utiliser tout et n'importe quoi du moment que tu atteins ton objectif. Ensuite, au niveau du siège là, donc mon siège, je pourrais vraiment l'emmener beaucoup plus loin derrière, je pourrais le relever, mais je pourrais aussi même faire sauter le boulon pour vraiment aller chercher... je peux totalement me coucher dessus. Le truc, c'est que je l'ai testé comme ça, mais en fait, l'étirement que ça me procurait, ça faisait que c'était trop difficile pour moi de récupérer du stimulus. Et du coup, j'ai même passé à une série, et même à une série avec avec plus de... Oh putain, j'arrive plus à parler. Avec le siège plus incliné, pardon, et bien du coup ça me posait des soucis pour ma récupération. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu sur un réglage un peu plus modéré, et ce que je fais, c'est que du coup j'ai deux séries maintenant et j'arrive complètement à récupérer. Également,
Tu as pu voir, j'ai fait 5 reps sur mon leg extension. Encore une fois, pourquoi j'en fais pas plus? Pourquoi j'en fais pas 10? Pourquoi j'en fais pas 15? Pourquoi j'en fais pas 20? J'ai pas spécialement de problème avec les séries longues, hein, comme tu as pu voir en début de séance avec les élévations latérales. Je suis pas marié uniquement aux séries courtes, mais c'est juste qu'encore une fois, d'un point de vue de ma récupération et d'un point de vue de mon adhérence aussi, je suis beaucoup mieux à faire des séries courtes sur le leg extension. Et comme tout à l'heure, pendant le temps de repos, on va aller faire la montée en gamme sur le prochain exo. Du coup, si tu as suivi la dernière vidéo, tu sais que je vais utiliser des cales. Encore une fois, on en a plein au GG. On a ça qui, à la base, c'était des pieds de lit. Mais moi, je préfère utiliser les disques en caoutchouc. Les disques de 1,25, ça marche aussi très bien. Pourquoi je prends les disques de caoutchouc? C'est tout con, mais un jour, il y avait quelqu'un d'autre sur l'autre chest press à côté. Et du coup, j'avais pas les pieds de lit. J'ai utilisé ceux-là et j'ai surperformé. Et depuis, je pars du principe que les utiliser, ça augmente mes performances de 200%. Donc, j'utilise plus que cela. C'est tout con, hein, mais en vrai, c'est la rigidité qui fait que, pareil, on va mettre exactement les mêmes disques de chaque côté. Là, c'est pareil, je vais toujours utiliser les mêmes cales. Et maintenant que j'ai commencé mon cycle avec celle-ci, bah, je ne change pas, tout simplement. Faut que je retourne sur l'extension là. Putain, on est bien sur la chest press là. En vrai, le leg extension, il tabasse, hein. Il est violent. On va prendre un petit coup de code 10, putain, je dis n'importe quoi. Code Denis sur Nutrimuscle. Ça va me faire du bien. Mon code, il a changé trop de fois. À la base, c'était Gallois 10. Après, c'était Denis 10. Il y a eu un petit coup de Denis 20. Et là, c'est Denis tout court. Bon, si j'oublie mon prénom, c'est que je suis vraiment teubé quand même. Bah là, tu vois, j'ai eu beaucoup de marge. Je pense que j'avais entre 2 et 3 reps de réserve. Mais pourtant, j'ai fait beaucoup mieux que la semaine dernière. Donc, en soi, je m'en suis contenté. Je t'avoue que j'avais un peu de mal dernièrement à récupérer sur les quads. J'ai fait quelques ajustements, notamment le fait de changer de presse avec une presse qui surcharge la fin du mouvement. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour récupérer. Et je commence à le sentir. Donc tant mieux, mais du coup là j'ai profité d'avoir un peu plus de marge pour laisser mes cuisses se reposer et de toute façon j'ai eu ma progression et même en étant à 2-3 reps de l'échec, j'ai quand même eu un très bon stimulus musculaire. Bon, on arrive sur l'exercice le plus à risque de la séance, donc c'est un mouvement de pec incliné. Celui-ci c'est celui qui jusqu'ici on va dire me faisait le plus mal. En général c'est les mouvements de pec qui me faisaient le plus de douleur à l'épaule. La semaine dernière, j'ai pas eu de douleur, donc c'est une grosse victoire. Là, je suis en train de recommencer à charger progressivement, donc je suis à 3 plaques 75. Ça commence à faire une bonne charge. Mais comme je t'ai dit, l'objectif, c'est le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire avoir 0 douleur. Et si j'ai le cul de la crémière en plus, c'est qu'un supplément. C'est pas l'objectif, c'est un supplément. Donc on va voir comment ça se passe. Ok. Objectif, beurre et argent du beurre. Ma foi, plutôt pas mal. Là, j'ai gardé beaucoup de marge. Pour le coup, je pense, encore une fois, j'en avais 2-3 sous le pied. J'ai préféré pas prendre de risques. Je sentais que si je commençais à pousser un peu plus, j'avais potentiellement une douleur qui allait apparaître. Donc voilà, j'ai pris mon beurre, j'ai pris mon argent du beurre. La dernière fois, j'avais mis moins lourd que ça, donc en quelque sorte, j'ai eu le cul de la crémière avec. Et là, je vais faire un back-off avec plus de reps et moins de poids. Trop chiant avec les plaques calibrées. La plaque de 15, elle vient se mettre
pile dans la rainure du vin. Du coup là, pour la choper, c'est toute une technique, tu vois, il faut que tu passes tes doigts derrière, qu'après tu tires. Et là, c'est une plaque de 15, mais une plaque de 15 calibrée, ça pèse, tu vois. Et parce qu'elle fait pile la rainure de celle-ci. Du coup, c'est trop chiant. À chaque fois, on se fait baiser. Et dès qu'il y a un peu de poids, ou dès qu'il y a des plaques de vin par-dessus, parfois tu dis fuck, pas de back-off. Pareil, toujours pour être efficace, on prépare le prochain exo, qui est un exo de triceps. Donc voilà, les temps de repos, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tous mes temps de repos ont été optimisés pendant la séance. Et au final, ça me permet de gagner du temps. En vrai, j'ai mis le bon dosage. Hein. Celui-là, c'est vraiment bon. Ou alors, c'est que j'ai vraiment soif. Mais est-ce que ça a fait le taf? Difficile à dire. Quand tu prends en général de la malto ou du cluster dextrine, enfin une source de carbs en intra, et que tu as déjà beaucoup de carbs dans ta journée, tu vois, je suis assez haut en termes de calories. En ce moment, je suis à 4K7 pour te donner un ordre d'idée. Et tu vois, en étant à 4K7, quand je prends ça, je ne sens pas une grosse différence. Peut-être que je le sentirai, mais plus parce qu'après, on va faire des tournages, on va faire d'autres vidéos cuisine, etc. Donc c'est plus à ce moment-là que je vais le sentir, mais pas réellement pendant la séance. Là où tu vas plus sentir les effets, c'est plus pendant un déficit calorique ou quand du coup tu as moins de carbs dans ton alimentation. Là, ouais, tu vas tout de suite sentir la différence sur tes entraînements. Mais en soi, quand tu es en surplus et que tu as une abondance de calories, le fait de prendre un intra, c'est plus une façon indirecte d'augmenter tes calories. Tu vois, ta boisson, forcément, tu vas boire pendant ta séance. Le fait qu'il y ait des calories en plus dedans, bah, c'est des calories faciles. Encore une fois, ça s'est bien passé. La dernière fois, j'avais mis le même poids, mais j'ai fait une rep de plus. Au niveau de l'épaule, tout va bien. Elle est encore à sa place, donc j'imagine que c'est OK. J'ai pas eu de gêne, j'ai pas eu de douleur. Donc encore une fois, je me suis très bien sorti et progressivement, ça prend du temps, hein, parce que quand tu as une douleur, c'est chiant. Surtout quand c'est comme moi, que quelque chose qui est chronique, qui revient. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est en fait lié à une des malformations que j'ai dans l'épaule. Sur lequel je peux rien faire, c'est comme ça. Plus, là où j'aurais pu faire quelque chose, c'est les années de bench intensives et lourdes qui m'ont déglingué, plus des années d'entraînement avec une mauvaise technique, plus le travail sur la ferme, plus les travaux dans le gym, plus l'accumulation de la fatigue, plus plein de choses. Donc voilà, il y a des facteurs sur lesquels je peux jouer, il y en a d'autres sur lesquels je ne peux pas jouer. Mais en tout cas, voilà, même si ça va faire 2 mois, quelque chose comme ça, maintenant que ça dure 3 mois, je vois que ça avance progressivement et bientôt, c'est bon, je ne serai plus nerfé, je pourrai à nouveau pousser comme un détraqué et aller chercher les 4 ou 5 plaques ici. Bon, dernier exo de la séance pour conclure en beauté. On finit avec les triceps, extension croisée à la poulie. Honnêtement, c'est l'un de mes mouvements préférés pour les triceps. Je suis aligné avec la direction de la résistance, ce qui fait que pour mes coudes, j'ai zéro pression sur les articulations. En plus, j'ai le support ici au niveau du buste, donc je peux vraiment en fait prendre appui, m'appuyer et vraiment avoir de la stabilité. Je charge des 2 côtés, donc c'est plus facile d'être progressif. La poulie, c'est une poulie 4, donc pareil, c'est très facile de progresser avec. En vrai, j'ai une grande amplitude, il y a tout, cet exercice, il match tout. Tu vois, toutes les croix, tac, 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 de ce que fait un bon exercice. Donc, je l'aime. Et quand on aime quelque chose, il sait nous le rendre. Par contre, il est aussi très violent. Ce qui fait que je vais faire qu'une seule série ici. Sinon, j'ai du mal à récupérer sur les triceps. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais du coup, mes 2 mouvements que j'ai fait de pousser, donc ma shoulder press et du coup mon développé incliné que j'ai fait juste avant,
j'ai une grande amplitude de mouvement. Tu vois, la shoulder press, je descends très bas. Et pareil pour du coup, le développé incliné. Ce qui fait que forcément, tu vois, j'ai beaucoup de flexion au niveau des bras. Et donc forcément, j'ai beaucoup de triceps qui interviennent au cours du mouvement. Encore une fois, c'est voulu parce que ça me permet d'avoir des exercices un peu plus hybrides. Et comme ça aussi, voilà, je n'ai pas besoin de faire 40 000 séries ici. Mais par contre, c'est sûr que d'un point de vue de la récupération, il faut que je fasse un peu plus attention. Bon allez, pour la vidéo aujourd'hui, on va tester 40. Ouais, ça va me déglinguer. Vous allez voir un 2 reps en direct. Encore une fois, cet exercice, il est quand même vachement lourd. Hein. Quand tu commences à arriver vers 25-29, c'est que tu as déjà des bras assez solides. 32, tu as des bras bien solides. 36, soit tu as une technique dégueulasse, soit tu as des giga-bras. Et là, on va tenter 40. Donc, je vais avoir une technique dégueulasse. Non. Justement, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui disent technique, c'est ça, faut-il sacrifier la technique d'exécution au profit de la charge ou alors, du coup, mettre moins lourd et avoir une meilleure technique. En réalité, tu peux à la fois mettre lourd et à la fois avoir une bonne technique. C'est juste que la plupart des gens ne prennent pas le temps de standardiser les mouvements, ne prennent pas le temps d'apprendre parfaitement les exécutions des mouvements, mais en fait, c'est la base de la base. Le problème en fait, de la plupart des gens, c'est qu'ils veulent déjà conduire une Ferrari avant d'avoir le permis. Mais le truc, c'est qu'il faut d'abord que tu aies le permis pour pouvoir conduire ne serait-ce qu'une vieille X toute pourrie comme moi je peux avoir. Et ensuite, après, tu vois, tu pourras acheter une Ferrari. Mais il y a un monde où il y a quand même beaucoup d'étapes avant de conduire la Ferrari. Et si toi, tu passes directement au je mets lourd pour du coup avoir le maximum de stimulation musculaire, mais que tu n'as pas les prérequis, qui est donc d'avoir une bonne technique, en fait, mec, c'est que tu n'as pas la base de la base, et ça, encore une fois, sur le long terme, d'une, ça va se traduire par moins de gains musculaires, et deux, par un risque de blessure beaucoup plus important. Et après, tu vas encore me dire, ouais, c'est parce que j'ai pas la bonne génétique, c'est parce que j'ai pas les bonnes machines, c'est parce que mon taux de testo, il est pas bon, gna gna gna. Tu te trouveras toutes les excuses du monde, alors qu'en fait, la base, tu l'as pas, la base, tu ne l'appliques pas, et tu ne progresses pas à cause de toi. Je te jure, c'est pour ton bien, ça pique un peu, mais c'est pour ton bien. Bon, ça y est les gars, j'ai mis 40. On va voir ce que ça dit. Je pense vraiment pronostic de rep, 2, je serais bien. Avec 2 reps, je serais bien. Encore une fois, est-ce que 2 reps, c'est suffisant pour avoir un stimulus musculaire ? En vrai, oui, avec 2 reps, je vais avoir un bon stimulus musculaire. C'est pas pareil, 3 reps, j'ai un bon stimulus musculaire. Encore une fois, c'est juste que j'ai envie de tester 40. La dernière fois, j'ai fait 36 plus une bit, mais c'est vrai que les paliers sont quand même assez importants. Et il faudrait que du coup, je prenne un peu plus de temps, que je mette un peu plus de bits. Mais là, ce que je veux, c'est tester 40 parce que je ne les ai jamais fait. Et encore une fois, il faut aussi kiffer ton entraînement. Et en plus de ça, ici, j'ai qu'une série. Et quand tu n'as qu'une seule série de programmée dans ton programme, en fait, ça te met une pression, tu vois, c'est une seule chance. Tu n'as pas le choix, il faut que tu réussisses, il ne faut pas que tu fasses de la merde, il faut que tu sois concentré, il faut que tu sois à fond. Et justement, tu vois, c'est mon dernier exercice de la séance. Souvent, c'est là où tu es le plus fatigué, souvent, c'est là où tu es le moins concentré, souvent, c'est là où tu as le plus envie de rentrer chez toi. Et donc, justement, le fait d'avoir qu'une seule série, le fait de me challenger, ça me force aussi à rester dans cet état de concentration et dans cet état d'esprit de je vais la défoncer. Bon, par contre, là, on va aller chercher Katy Perry. Parce qu'il va me falloir un son de qualité. OK! Yes! Oh, j'ai eu 4. J'avais pré-shot 2, j'ai eu 4. Oh.
m'a explosé les triceps. Oh, eh ben pas si mal. Pas si mal. En vrai, au fond de moi, je savais que j'en avais... Quand j'ai dit 2, c'était pour être... Tu sais, pour assurer un peu la vidéo. En mode, si j'en ai 2, c'est bon, j'ai une excuse. Mais dans ma tête, je m'étais hypé pour plus que ça. Donc, je les ai eus. Bon, je pense que j'en avais pas une de plus, par contre. Mais la force de Katy Perry a encore frappé. Et surtout, la force des tongs a encore frappé. Et d'ailleurs, c'est justement sur ça qu'on va conclure cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, à t'abonner, parce que du coup, ça va être de plus en plus régulier, le fait d'avoir de la qualité sur les vidéos. Là, on va en tourner d'autres derrière. Donc, si tu veux pas les rater, vraiment, abonne-toi. Ça me soutient énormément. Puis écoute, la moralité de cette vidéo, c'est que l'amour gagne toujours. Ciao.